d'un éclat de météorite, on peut extraire quelques menus secrets concernant l'état originel de l'univers. D'un fragment d'os, on peut déduire la structure et l'aspect d'un animal préhistorique, d'un fossile végétal, l'ancienne présence d'une flore luxuriante dans une région à présent désertique. L'immémorial est pailleté de traces, infime et têtu. D'un lambeau de papyrus ou d'un morceau de poterie, on peut remonter vers une civilisation disparue depuis des millénaires. À partir de la racine d'un mot, on peut rayonner à travers une constellation de vocables et de sens. Les restes, les noyaux, gardent toujours un infrangible grain de vigueur. Dans tous les cas, l'imagination et l'intuition sont requises pour aider à dénouer les énigmes. D'un homme à la mémoire lacunaire, longtemps plombé de mensonges, puis gauchi par le temps, hanté d'incertitude, et un jour soudainement porté à incandescence, quelle histoire peut-on écrire? Une esquisse de portrait? Un récit en désordre, ponctué de trous, de blancs, scandé d'échos, et à la fin c'est frangeant. Mais tant pis pour le désordre. La chronologie d'une vie humaine n'est jamais aussi linéaire qu'on le croit. Quant au blanc, au creux, aux franges, cela fait partie intégrante de toute écriture, de toute mémoire. Les mots d'un livre ne forment pas davantage un bloc que les jours d'une vie humaine. Aussi abondants soient ces mots et ces jours, ils dessinent juste un archipel de phrases, de suggestions, de possibilités inépuisées sur un vaste fond de silence. Et ce silence n'est ni pur, ni paisible. Une rumeur y chuchote tout bas, continuellement. Une rumeur montée des confins du passé pour se mêler à celle affluant de toutes parts du présent. Un vent de voix, une polyphonie de souffle. En chacun, la voix d'un souffleur murmure en sourdine, incognito. Voix apocryphe qui peut apporter des nouvelles insoupçonnées du monde, des autres et de soi-même, pour peu qu'on tende l'oreille. Depuis l'âge de 7 ans, Marie a un pied dans la tombe. Cela n'est pas une métaphore, hein. Elle a bel et bien un pied planté en terre, le droit, qui lui a été coupé au-dessus de la cheville. Le droit, celui qui toujours s'avance en premier, ouvre la marche, sur le bout duquel on se hisse lorsqu'on veut atteindre un objet haut placé, sur lequel on prend appui pour donner des coups dans un ballon ou dans n'importe quoi, et sur lequel on saute quand on joue à la marelle. Le voilà en allée. C'est donc en déséquilibre sur une seule jambe que Marie est entrée dans l'âge dit de raison. Et du coup, elle s'y tient de guingois. Pour essayer de rétablir son aplomb, elle cherche, parfois outre mesure, un appui du côté de l'imagination. Elle reprise la réalité qu'elle considère gravement déchirée avec toutes sortes de bouts de fil invisibles. Ainsi pense-t-elle que son pied sauf va grandir en solitaire et plus tard se durcir, s'épaissir et se faner, tandis que l'autre va rester à jamais au pays de l'enfance, gracieux, le talon lisse et rond, les orteils bombés en clochettes de muguet. Elle tient en effet pour certain que ce pied manquant, affranchi de son corps et du temps, mène désormais une vie vagabonde, folâtrant à sa guise et dansant quand l'envie lui prend. À l'école, sa maîtresse lui reproche de trop chercher midi à 14h, chaque fois qu'elle recherche précisément midi à midi pile, et qu'elle ergote à la fraction de seconde près sur le sens d'un problème, qu'il soit d'histoire, de géométrie, de grammaire ou de géographie, et surtout s'il s'agit de discipline. Elle veut comprendre tout, n'importe quoi, et toujours. Comprendre non seulement le dessus des choses, mais aussi leur dessous. Sa maîtresse a fini par la surnommer... Mademoiselle, pourquoi? Mademoiselle, pourquoi? Et bien sûr, tous les élèves de la classe se sont emparés de ce sobriquet. Mais Marie a du répondant. Elle a le verbe sec et acéré et elle sait se défendre. Sa manière rude de s'exprimer avec tout le monde lui vaut d'ailleurs pas mal d'amitié. Elle a quelques camarades, mais pas d'amis. De la part des adultes, elle s'attire souvent des réprimandes et parfois des punitions. Tout récemment encore, elle a failli être privée du cadeau qu'elle avait demandé pour Noël à ses grands-parents. Un dictionnaire. Pas plutôt félicitée pour ce choix estimé sage et judicieux, elle a dit que c'était pour mieux fouiller dans les boyaux des mots et traquer les poux qui leur courent dans la tête.
Cette franchise n'a pas plu. Marie passe au mieux pour une insolente, au pire pour une petite fille dérangée. Magnus. Qui est Magnus? Hambourg, à l'heure de Gomorre. L'opération de destruction s'est appliquée à se montrer à la hauteur de ce titre de désastre. Elle a fait surgir dans la tiédeur d'une nuit d'été un opéra monstrueux, aux actes si précipités qu'ils ne se distinguaient pas les uns des autres. Yahvé fit pleuvoir sur Sodome et Gomorre du souffle et du feu venant de Yahvé et du ciel. Et il renversa ces villes et toute la plaine avec tous les habitants des villes et la végétation du sol. Parmi les habitants, il y a un petit garçon de 5 ans et demi. Il dort, recroquevillé autour de son ours en peluche, dans une cave bondée de gens. Mais les caves sont des abris dérisoires, des pièges à rats quand tout s'effondre par-dessus, et les rescapés se ruent hors de l'antre jonché de corps broyés. Il s'enfuit dans les rues que ne bordent plus que des chicots de murs fumants. Il court, hagard et hurlant, renflouer le vacarme de Gomorre où des cris n'en finissent pas de jaillir ici et là, de se taire brusquement, de reprendre ailleurs, autre et cependant toujours semblable. Le petit garçon, arraché à son sommeil, court sans rien comprendre et mêle ses pleurs au grand vacarme ambiant. Ses pleurs se font sanglots quand la main qui tenait la sienne le lâche soudainement. Il est seul dans la foule, si seul dans son cauchemar, car il dort encore, il dort debout, en courant et criant. Mais ses pleurs cessent d'un coup, quand il voit la femme qui lui tenait la main se mettre à valser dans la boue. Les gravats, avec un gros oiseau de feu accroché à ses reins. Le rapace déploie ses ailes lumineuses et en enveloppe la femme, des cheveux au talon. Devant ce rat d'une beauté féroce, le petit garçon avale sa salive comme un caillou, et avec tous les mots qu'il connaissait, tous les noms. Hambourg, instant néant. Abraham jeta son regard sur Sodome, sur Gomorre et sur toute la plaine, et voici qu'il vit la fumée monter du pays comme la fumée d'une fournaise. L'enfant n'est pas Abraham, juste un tout petit garçon qui serre très fort son ours en peluche contre sa poitrine, et son regard se brise. Il meurt tout vif, là, face à la fournaise. Il meurt à sa mémoire, à sa langue, à son nom. Son esprit se pétrifie, son cœur se condense en un bloc de sel. Les morts savent-ils ce que l'on dit et fait autour de leur corps? Car un mort n'est pas un dormeur ni un rêveur. On ne peut pas tricher avec lui. On ne peut pas le leurrer avec de doux mensonges. Il serait inutile et stupide même de lui murmurer « Tu dors, dors, ce n'est qu'un rêve, la caresse d'un rêve, le baiser d'un rêve. » Non, un mort ne dort pas, ne rêve pas, et il ne se réduit pas davantage à son cadavre. Alors que fait-il? Il est en transhumance. Il découvre. C'est un vivant en train d'expérimenter une autre façon, aussi insolite pour lui que pour ceux qui demeurent en mouvement sur la Terre. C'est un vivant qui se meut ailleurs, autrement, et dont les pensées ne font aucun bruit tandis qu'elles se décapent et s'aiguisent. Il ne faut pas le retenir, hein. Il ne faut pas le ralentir, chercher à le séduire pour le détourner de son travail de jeune mort, de nouveau vivant. Hambourg, instant zéro. Or, la femme de Lot regarda en arrière et elle devint une colonne de sel. Quand les gens se soucient enfin de ce gamin somnambule, à l'évidence perdu ou orphelin, celui-ci ne peut répondre à aucune question qu'on lui pose. On le croit sourd ou bien idiot. Quelqu'un a l'idée de dénouer le mouchoir roussi que son ours porte autour du cou. Un nom y est brodé en fil de coton multicolore, Magnus. Mais est-ce le nom de l'ourson, celui du père de l'enfant ou de l'enfant lui-même? Faute de mieux, on surnomme ainsi le petit sourd muet. Avec ce nom d'emprunt, il est placé dans un centre, en compagnie d'autres enfants à l'abandon, dans l'attente de familles d'accueil ou d'adoption. Dans le tiroir de la table de nuit, Marie a trouvé une chemise en carton peu épaisse
portant écrit au feutre noir en lettres majuscules un prénom de femme, Zélie. Elle s'est aussitôt rappelé les histoires que Pierre inventait pour elle autrefois, et ce personnage nommé Zélie qu'il avait créé pour lui tenir compagnie. Marie s'est sentie autorisée à prendre ce dossier qui devait renfermer les récits datant de son enfance. Elle a rouvert la chemise en carton et en a examiné le contenu. Je est parti sans même prendre le temps de mettre. Magnus, qui est Magnus? Magnus est un ourson de taille moyenne, au pelage très râpé, marron clair, faiblement orangé par endroits. Il émane de lui une imperceptible odeur de roussi et de larmes. À force de mourir et d'être toujours là, je ne sais plus où j'en suis, si même je suis tout court. Mes deux bouches ont beaucoup à dire, la visible et la cachée. Les contraindre au silence les corrodes de salive glacée, de pleurs acides, les envahit de concrétions stellaires. Magnus a 20 ans, et un quart de son âge est dissous dans l'oubli. Tout le reste souillé par une longue imposture. J'apprends à crier en silence, à haïr à vide, amplement, comme on respire, à aimer rien. Il a 20 ans et il est inconnu à lui-même. Un jeune homme anonyme, surchargé de mémoire et d'oubli. Qui vous dit que je ne suis pas beaucoup plus vieille que la plupart d'entre vous, à commencer par vous, mes ancêtres? Battez d'une sagesse millénaire qui me fait passer à vos yeux novices pour une insensée. Quelque chose dans ma bouche remue comme un vent mou. Quelqu'un parle en moi avec des inconnus, parlant sourdine dans une langue couleur grenat, parle sans fin, parfois ricane. Je suis un crime de guerre qui rime avec amour. Comment ouvrir un livre? Le danger est trop grave de libérer les fauves. Comment ouvrir la bouche? Un grand poème en guerre, j'y dessinais sur ma langue. Comment ouvrir les yeux? J'ai bien trop peur de ne voir que l'ombre de moi-même, et mon ombre est un clou planté dans le soleil. Dans le ventre de la terre, nuit, immense. Dans le ventre des femmes, nuit profonde. Dans le ventre de l'amour, nuit en crue. Dans le ventre de ma tête, nuit, nuit et nuit. Dans le ventre des tortues, nuit reptilienne, mi-charnelle, mi-tellurique. Dans le ventre de Dieu, nous, les vivants et les morts. Dans le ventre du nom de Dieu, nuit absolue. Dans le ventre du langage, nuit ramifiée. Toutes ces nuits n'en forment qu'une, elles forment une ronde, danse la farandole. Il était une fois. Ainsi commencent toutes les histoires qui n'ont jamais eu lieu. Les mythes, les fables, les légendes. Tous les soirs, il me faut ramasser à main nue des éclats de la réalité que quelqu'un a cassés pendant la journée. La nuit, je les recolle avec de la résine d'or, mais l'or ternit avec le jour et la résine pleure et je dois tout recommencer. Il était une fois. Alors de quoi s'agit-il? D'une bonne ou terrible foi pour toutes? Ou d'une foi à jamais incertaine, pour rien? J'entends des bruits de pas dans mon cerveau, des petits pas d'oiseaux et des craquements, des clapotis, des soupirs, des stridors. Stridor, strideur, stridence, stridulation, strangulation. Il était une fois. Formule, rituel, entr'ouvrant sur un récit ainsi qu'une petite porte dérobée sur une arrière-cour. Ou un corridor secret. Mais en quoi n'ont-elles jamais eu lieu? Toutes ces histoires non reconnues par l'histoire. Que sait-on de ce qui a lieu dans la nuit du réel? L'imaginaire est l'amant nocturne de la réalité. Il y a des fois des personnages en errance, qui n'en finissent pas de déambuler dans la nuit du réel, et qui transhument d'un récit vers un autre, sans cesse en quête d'un vocable qui enfin les ferait pleinement naître à la vie, fût-ce au prix de la mort. Il serait des fois des personnages qui se rencontreraient à la croisée d'histoires en dérive, d'histoires en désir, de nouvelles histoires, encore et toujours. Les Assises internationales du roman. J'imagine que vous avez beaucoup de questions à lui poser. Voilà, donc on vous propose un moment d'échange qui sera animé par Patricia Bonnard. Voilà.
Alors, bonsoir. Excusez-moi, j'ai une extinction de voix, donc je ne vais pas vous parler parce que je vais laisser vos questions, donc ça ne sera pas un problème. J'aurais juste aimé commencer en posant une question à Sylvie Germain. C'est justement qu'est-ce que ça fait d'entendre son texte comme ça mis en voix? Ben, j'essaye de me dédoubler parce que sinon je repère des phrases qui ne me plaisent pas, des mots que je voudrais changer, c'est trop tard, le mal est fait, c'est écrit et publié. Et puis non, en même temps quand je dis je me dédouble, c'est aussi le travail des acteurs. Une fois qu'un livre est publié, ça ne nous appartient plus vraiment, ça on le sait. Et il faut accepter que ce soit au niveau des interprétations, des critiques ou autres, ou après ce qu'on peut en faire, parfois c'est déroutant, parfois c'est... Et si une autre lecture, c'est déjà une interprétation qu'ont fait les deux comédiens, puisqu'il y a un découpage entre deux livres et qui va presque en s'accélérant, et ça peut être un peu déroutant d'ailleurs pour des personnes qui n'ont pas lu les livres ou les ont pas du tout en mémoire, même moi je savais plus où j'en étais. Mais donc, moi ce que j'aime bien dans ce cas-là, c'est voir le travail propre. C'est une autre forme de travail. Le comédien va donner déjà une tonalité aux mots, c'est tout à fait différent. Et est-ce que vous, pour votre part, lorsque quand vous écrivez, est-ce que justement vous éprouvez ce besoin d'entendre votre écriture à voix haute, à la manière du gueuloir de Flaubert, par exemple? Oui, non, j'ai un gueuloir muet. J'ai un gueuloir, mon gueuloir, il est dans la tête. Parfois, je me dis, je vais essayer de dire, ça m'est insupportable. Donc, mais on peut avoir un gueuloir intérieur, ça ne pose pas de problème, ça. Parfois, oui, pour la scansion de phrases, pour un rythme, mais je crois que là encore, c'est notre forme de dédoublement, et on peut très bien le faire. On n'arrête pas de se dédoubler, détripler quand on écrit. Il y a à la fois ce que j'appelle le script grammairien qui est là, qui veille sur la cohérence de la langue, et le respect de la syntaxe, tout ça. Et puis, quelque chose qui est en attente, en arrêt aux aguets, en alarme, pour capter, attraper, parfois très rapidement, une image, une idée qui va passer et puis qui peut disparaître aussitôt. Et puis également, écouter au bout d'un moment, saisir la cohérence, et puis je vous dis, écoutez, s'il y a un rythme qui est musicalité, là, c'est beaucoup dire, c'est valable pour de la poésie. Le roman, on n'en demande pas tant, mais qui est quand même un rythme, ça c'est très important, le rythme. On va peut-être commencer. Oui, moi j'avais une question. Ma sœur, elle a fait un travail universitaire sur l'imagination et la mémoire. C'était il y a 15 ans, donc c'était sur un corpus plus restreint que le corpus actuel. Et je voudrais savoir si quelqu'un faisait un travail avec un corpus des 5 dernières années. Est-ce que la poésie serait très différente, selon vous? Pas tellement, je pense pas. Il y aurait plus peut-être de références, plus de pistes, parce qu'au fur et à mesure des années, bien sûr, il y a des livres, et pas seulement des livres, je mets tout un peu sur le même plan pour ce qui nourrit l'imaginaire d'un écrivain. Il y a aussi, bien sûr, en premier la littérature, mais dans littérature, romancier, poésie, mais également, vu que mes études à été de philosophie, des pensées aussi philosophiques et autres, il y a le cinéma, il y a la musique, il y a la peinture, il y a beaucoup de choses, puis les rencontres, la vie tout court. Donc, au fur et à mesure où on écrit, certaines références qui ont pu être assez présentes, marquantes à une certaine époque, peuvent s'effacer un peu avec le temps. Hein. On oublie. En revanche, d'autres adviennent. Donc c'est à ce niveau-là qu'il peut y avoir une différence. D'ailleurs, c'est dans votre dernier ouvrage, justement, dans les rendez-vous nomades, vous évoquez un moment, vous dites qu'il y a toujours un reste en tout. Il y a toujours un reste en tout, donc cette idée comme ça d'une écriture qui se nourrit d'elle-même et qui va justement chercher... toujours creuser le mot juste. On l'a entendu dans la lecture aussi avec le travail autour, il y avait la stridence, la strideur, enfin on avait toutes ces choses-là. Il y a quand même une part d'écriture. Tout à l'heure vous disiez, le roman réclame moins un rythme que va réclamer la poésie. Donc vous quand même trouvez que votre écriture est extrêmement poétique. Oui, on me dit souvent vous êtes poète. Mais je dis non, parce que non, je veux dire, le travail poétique est tellement singulier. Et justement, dans la poésie, il y a une sobriété
vraiment un beau poème ne peut pas se permettre de temps faible ou vraiment de maladresse. L'écrivain de nouvelles peut se permettre un petit peu, mais pas trop non plus. Dans le roman, surtout si c'est un roman qui est assez volumineux, vous pouvez avoir des temps un petit peu plus faibles, vous pouvez même avoir une véritable faiblesse. Parce que c'est toute l'énergie ou le rythme ou l'élan d'une histoire qui normalement est principal. C'est quand même pas la même démarche. Le travail sur les mots n'est pas tout à fait le même. On ne peut pas non plus travailler comme un poète tout au long d'un roman. D'abord, ça serait trop précieux, ça serait presque étouffant, ça risquerait d'être au détriment de l'histoire. Alors, il n'y a pas de définition précise, mais on peut avoir un style poétique, c'est une chose, mais c'est pas pour autant que ça fait de nous un poète. Bien sûr. Oui, moi je n'ai pas lu toute votre œuvre, j'en ai lu une partie, mais vous faites beaucoup de références à la Bible, à la Torah. Je voudrais savoir comment vous abordez la lecture de la Bible, la connaissance de la Bible. Voilà, comment on aborde la Bible. Alors, je suis un très mauvais exemple, parce que je n'ai pas fait d'études bibliques, pas fait d'études théologiques. J'ai une formation de philosophe, mais c'est tout à fait autre chose. L'intérêt pour ce livre bibliothèque m'est venu effectivement assez tôt, mais je dois, puisqu'on est dans le vocabulaire biblique, confesser que malheureusement je ne connais pas l'hébreu, je n'ai pas fait de grec non plus, donc c'est quand même important, je pense, de connaître ces langues. Donc je lis dans des traductions, c'est donc déjà de seconde main. Bien sûr, j'ai plusieurs traductions de la Bible pour pouvoir comparer certaines choses. Et ben là, c'est pour le coup, comme tout livre, hein, mais pour moi, c'est vraiment comme un espace, c'est comme une géographie. C'est par excellence ma géographie mentale. Et comme tout grand livre, c'est rempli, c'est jalonné justement de traces, de reste. Vous parlez du reste, d'ailleurs. Dans une certaine mystique juive, le thème du reste est très important. Il y a toujours le reste d'Israël. Et quand je parle de traces, bon, beaucoup d'entre vous doivent connaître ce vers qui est devenu assez célèbre de René Char, qui dit « Un poète ne doit pas laisser des preuves, mais des traces ». Et je trouve que c'est une très belle définition aussi, pas définition, mais bon, désignation peut-être de ce que peut être Dieu, de ce qu'on entend par Dieu. Un Dieu ne laisse pas de preuves. S'il y avait des preuves, il n'y aurait plus de croyance, puisque les preuves seraient là. C'est pour ça que jusqu'à la fin de l'humanité, on va se casser la tête les uns les autres et les uns contre les autres, à dire Dieu existe, Dieu n'existe pas. Non, il n'y a pas de preuve. On ne pourra jamais faire une preuve scientifique de l'existence du Dieu. De temps en temps, je vois des titres racoleurs sur des revues de vulgarisation scientifique. On a localisé l'âme. Ah, génial. On cherche les preuves de l'existence de Dieu. Alors on voit la photo d'un pauvre moine bouddhiste rempli d'électrodes sur la tête. Parce qu'on essaye de capter certaines choses pendant que des gens qui sont très habitués à une prière et une prière profonde, et bon, ça va montrer certains fonctionnements du cerveau, c'est tout à fait normal, selon l'activité intellectuelle que l'on a. Il y a certaines zones du cerveau qui vont être plus ou moins sollicitées. Bon, si on pense qu'avec ça, on va localiser la part, le lieu où se trouve Dieu, je trouve ça un petit peu dérisoire. Donc ça restera le grand mystère jusqu'à la fin de notre vie propre, puis jusqu'à la fin, j'imagine, de l'humanité. Donc pour moi, la Bible, c'est un lieu à la fois de reste, de traces et d'écho. C'est pareil, c'est cette même idée. La voix du Très-Haut est censée y passer, est censée s'être exprimée, mais cette voix-là, il a bien fallu qu'elle soit restituée par une voix humaine, donc il y a déjà là de l'interprétation. On est dans un jeu constant d'écoute, écho et interprétation. Et après, chacun essaye de s'orienter à travers ça. C'est pour ça que c'est sans fin. C'est le livre sans fin. Mais en même temps, le livre est aussi l'occasion de motif. Enfin, je pense à le Tobias des Marais. Là, on est justement vraiment dans un motif qui est un motif biblique. Oui, c'est la seule chose, ça m'est arrivé de m'inspirer directement d'un livre biblique, enfin, qui
qui figure dans la Bible catholique. Il ne figure pas dans la Bible hébraïque ni dans la Bible protestante. Il est considéré, enfin, il ne fait pas tout à fait partie du corpus, mais tout en faisant partie quand même. Et je trouve que c'est un récit extraordinaire, comme il y en a certains comme ça, le livre d'Esther, le livre de Ruth, qui est vraiment une merveille, et qui d'ailleurs ont beaucoup inspiré des peintres, et même parfois des cinéastes, et bien sûr aussi des écrivains, parce que ce sont des textes où c'est un peu comme des presque synopsis, tellement c'est resserré d'un drame. Il y a un drame qui s'annonce, qui va progresser, qui culmine, et puis qui va se dénouer. Hein, que ce soit dans le livre de Ruth, dans le livre d'Esther, ou dans le livre de Tobie. Et j'ai essayé de garder la structure et l'évolution de ce texte. Et évidemment, après j'ai beaucoup brodé, hein, mais j'ai gardé les noms des personnages principaux, et puis chaque chapitre, si je me souviens bien, était introduit par un tout petit extrait du livre de Tobie biblique pour bien montrer à quoi je renvoyais. Simplement, cette histoire, je l'ai décalée dans le temps, très largement, parce que je l'avais mise dans l'époque contemporaine, et bien sûr aussi géographiquement. Il y avait une dame. Je voulais revenir à l'accusation presque de poème qu'on portait sur votre œuvre. Pour moi, elle a quelque chose d'étonnant. Je lis très vite et trop vite, et je ne laisse pas surgir les images. Et pourtant, dans Tobie des Marais, dans Le Monde sans vous, et dans d'autres de vos livres, j'ai un flash coloré, une sensation, enfin je trouve que vous avez, avec beaucoup de mots peut-être, mais des mots qui ne sont pas hyper. Je trouve que vous avez un pouvoir d'évocation étonnant. Il y a des images qui me poursuivent, sorties des pages de Tobie des Marais. La couleur du ciel, la première page, on ne peut que se représenter, enfin une visualisation. Je connais peu d'auteurs qui aient sur moi ce pouvoir de faire émerger les images colorées. Est-ce qu'elles vous viennent, elles s'imposent à vous? Est-ce que vous les élaborez? Enfin, comment ça se passe, cette inspiration? La plupart du temps, c'est parce qu'elles me viennent que j'essaye de les traduire, de les écrire. Et à défaut des peintres, ça avait été un vieux rêve quand j'étais beaucoup plus jeune, de faire les beaux-arts, Et c'est vrai que j'aime énormément tout ce qui est peinture, depuis Lascaux jusqu'à maintenant. Chaque fois que je vais dans une ville, dès que j'ai un petit peu de temps, je cours voir les musées. Bon, j'ai pu m'en parquer, très frustrée, ou pas de course, le musée des Beaux-Arts. Et d'ailleurs, dans les musées, maintenant, je me dis, il faut savoir s'arrêter, sacrifier des salles entières, parce qu'il arrive un moment où on sature très vite. Ça m'avait frappé une fois, je m'étais trouvée à Madrid, évidemment, j'ai couru au Prado. Mais j'avais pas beaucoup de temps. Première salle de Velázquez, l'éblouissement. Je me dis, il faut savoir être raisonnable, je m'arrête. Vous pensez bien, je vois là-bas, salle Goya. Bon, je vais voir les Goya. Vous passez d'un univers à un autre, mais c'est comme faire un tournoi à 80%. Enfin bon. Et puis après, j'ai pas pu résister, des Gréco, un de mes peintres préférés. Puis finalement, j'ai fait tout le Prado, je suis sortie, mais j'étais hallucinée. Parce qu'on ne peut pas, au bout d'un moment, c'est comme si on voulait écouter, vous savez, les gens qui font des cours pourris en musique, au bout d'un moment, vous n'êtes plus disponible. On ne peut pas passer d'un univers vraiment à un autre. Au début, on est disponible, et à un moment, on n'est plus disponible. Le propre d'un grand peintre, c'est justement de restructurer le regard. Je me souviens une fois, il y a assez longtemps, c'était à Paris, c'était au Louvre, je ne sais plus où, il y avait une belle expose de peinture du peintre Gaspard David Friedrich. Je pense que beaucoup connaissent la peinture de Friedrich. Et quand je suis sortie, en plus c'était en hiver, donc ça correspondait très bien. Il fallait quand même le faire parce que franchement, les jardins des Tuileries, on ne peut pas dire que ce soit romantisme au sens germanique, c'est au cordeau, c'est à la française et tout. Je
Je suis sortie et j'avais l'impression d'être dans un Friedrich, à cause de ces arbres, mais que je voyais à la manière de Friedrich, parce que j'avais passé 2 heures à voir les tableaux. Si j'étais sortie d'une expo Cézanne, j'aurais peut-être vu tout à la manière de Cézanne. Voilà, c'est ça qui est extraordinaire avec les œuvres des autres, avec le visible. Je ne sais pas pourquoi j'en suis revenue là. Je cours d'autant plus, j'ai cette impression aussi, en sortant d'une exposition, de voir enfin, que les choses sont devenues des tableaux, la nature, ça se sent et c'est très, très agréable dans votre à votre gauche. Voilà. J'ai une question assez précise. Quelle est la place de vos années passées à Prague dans votre rapport à l'écriture? Dans le rapport à l'écriture, d'une manière générale, rien de... Je ne saurais pas comment définir. Simplement, quand vous vivez longtemps dans un lieu, il arrive un moment où il y a le mouvement inverse, vous êtes habité par le lieu. Hein, il y a une certaine porosité, on est sensible au lieu. Et surtout, si on est séduit vraiment par un lieu. Il y a des lieux qui me laissent assez indifférente, bon, j'y suis pas sensible. Puis il y en a, il y a une puissance. C'est pas parce que je suis à Lyon que je vais dire ça, mais franchement, si j'habitais à Lyon à un certain moment, qui n'est pas sans correspondance avec Prague, par certains côtés, c'est peut-être pour ça que je suis tellement séduite par cette ville, elle est tellement belle, mais jusque dans les couleurs, hein, dans certains ocre. Et je suis sûre qu'au bout d'un moment, je ne pourrais pas ne pas situer un roman dans cette ville, je veux dire, parce que je serais vraiment marquée, habitée par... Les villes ont un esprit, ce qu'on appelle l'esprit des lieux. Plus, déjà, moi qui adore l'eau, l'élément eau, j'adore les fleuves, et vous en avez 2. Voilà. Oui, c'est que ça peut aider à écrire ou au contraire handicapé. C'est encore autre chose. C'est une autre mythologie. Là, on est là avec les fleuves, on est du côté des ondines et tout, et là, sinon, on est du côté de Bacchus. C'est pas pareil. Bref, c'est pour dire donc que les lieux, on peut... Et c'est vrai, quand je me suis retrouvée après Prague, par exemple, à La Rochelle, j'ai été là aussi très sensible. D'abord, c'est une ville magnifique et il y a des ciels splendides. Les ciels de Charente-Maritime et de Charente également, d'ailleurs, sont, moi je dis toujours qu'ils sont lactescents. C'est des ciels qui peuvent être très blancs, mais tellement lumineux, on dirait des grandes coulées de lait. C'est très très beau ciel. Et en fait, j'ai évoqué Prague, surtout une fois que j'en étais partie. Comme s'il m'avait fallu une petite mise à distance pour que tout, vous voyez, que tout revienne, que quelque chose se décante et revienne. Il y a d'autres auteurs qui réagissent très très vite, qui sont capables, en passant quelque part, de s'imprégner très très vite d'un lieu et de restituer des choses. Je ne parle pas de ceux qui sortent je sais pas, un guignichon ou quelque chose, ou qui se contentent comme ça, un peu de, voilà, on va dire battre une mayonnaise avec peu de choses. Non, non, il y a vraiment des écrivains qui sont étonnants dans leur rapidité pour capter quelque chose d'essentiel d'un lieu, de le restituer. Voilà, il faut un certain temps. Voilà. Ça donc, dans votre écriture, si je puis dire, est-ce que c'est vrai qu'on a l'impression de quelque chose qui monte progressivement, enfin, parce que théorique dans le sens que ça vient de loin et ça émerge petit à petit. On peut comprendre que ce travail comme ça de digestion quelque part du lieu oui, il faut un temps d'absorption, un temps de sédimentation, de décantation pour qu'il puisse y avoir résurgence. Alors parfois ça peut être brutal, ça peut être assez violent, c'est dans du volcan, hein, ça peut... Et puis parfois, non, c'est comme, vous savez, de l'eau qui retranspire par un phénomène comme ça de capillarité. Bon, on pourrait trouver plein de métaphores, voilà. C'était juste pour continuer sur la oui. Juste une remarque pour continuer sur les deux remarques de visualisation et sur Prague. Il se fait qu'un de mes premiers voyages, il allait à Prague, très peu de temps, mais la pleurante des rues de Prague était juste de sortir. Et ça m'a accompagnée. J'ai passé quelques jours vraiment, et juste un jour qui parlait, juste assez long qui ne permet pas d'avoir une relation intime avec les villes. Mais d'avoir lu La pleurante des rues de Prague, des rues de Prague juste la semaine avant, ça m'a accompagnée et j'ai vu cette pleurante dans toutes les rues de Prague et ça a été un de mes plus beaux voyages grâce à ça.
J'espère que vous l'avez salué. Bien sûr. Ça date, hein. C'était. On y est tous écrire. Mais elle n'a pas d'âge. C'est pas là. En attendant que d'autres questions émergent, j'aimerais éventuellement qu'on aborde un autre thème. C'est la place du secret dans votre œuvre. Du secret, c'est-à-dire comme faire. Excusez-moi. Le secret dans le sens qu'on a. Alors déjà, je trouve que le secret est dans votre écriture. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'une écriture qui est un petit peu archéologique, qui va fouiller pour aller faire émerger des choses. Et puis le secret, notamment le secret de famille, est quand même très présent. Alors comment est-ce que vous expliquez qu'il y a en quelque sorte des énigmes dans la plupart de vos livres? Parce qu'il y en a dans la plupart des vies. Je ne dirais même pas dans la plupart, dans toutes les vies. Il y a plein de choses qui nous restent à nous-mêmes très énigmatiques, cachées, à demi connues, déformées. Et quand on entend parler les gens de leur propre vie, très très souvent on se rend compte qu'il y a toujours des secrets de famille. Et depuis un certain nombre d'années, bon, j'ai pas tellement suivi, mais j'avais lu un livre ou deux qui m'avait vraiment impressionné sur ce qu'on appelle la psychogénéalogie. Il y a des choses assez étonnantes de se dire que parfois des événements, hélas en général c'est des événements traumatiques, un crime, une disparition, quelque chose de terrible en général. C'est malheureusement plutôt de ce côté-là qui s'est passé parfois 4 générations en amont et qui a été occulté par la génération d'après par honte, donc méconnu, inconnu totalement par la 3e génération. Et à la 4e génération, il arrive qu'un enfant se mette, par exemple, un bébé, à se réveiller toutes les nuits à une heure précise. À un moment, bon, c'est par justement des recherches et un médecin ou le psy a dû dire à la mère qui venait voir, consulter avec l'enfant, on lui a posé la question, est-ce qu'il s'est passé quelque chose de traumatique, de terrible? Elle ignorait tout, elle a enquêté et on découvre au bout d'un moment, oui, parfois 60 ans avant, quelqu'un dans la famille s'est passé quelque chose de terrible, pile à cette heure-là. Voilà. Alors ce qu'on appelle les fantômes, les cadavres dans les placards, je crois que toutes les familles en ont. Puis des secrets, il y en a de tous ordres. Les animaux clandestines, les enfants qui sont pas, les enfants d'eux, etc. C'est des choses qui sont très fréquentes et qui mènent des choses qui sont tues, qui sont normalement ignorées, qui n'ont pas été dites. Je pense que la personne concernée dans un recoin subodore quelque chose. Voilà. Et est-ce que d'ailleurs, pour enchaîner sur quelque chose dont nous avons évoqué un petit peu avant, est-ce qu'on peut dire que c'est quelque chose, même si le secret va toujours exister, c'est quelque chose qui pourrait tendre à se perdre maintenant, parce que justement, autant on a été dans une société où on était beaucoup dans le secret, c'est le secret de famille, justement, les mères qu'on disait pas, ce genre de choses. Aujourd'hui, on est de plus en plus vers l'exhibition, et vers le fait que l'on dit tout au contraire. C'est un mélange. Il y a l'exhibition, et puis en même temps, ça continuera, ne serait-ce que par exemple, on ne va pas lancer le débat là-dessus, rassurez-vous, mais la GPA. Moi, ça me pose d'énormes questions à ce niveau-là. L'enfant ne sera pas, et en plus, on sait très bien que surtout la mère, c'est tellement important, que va penser un enfant arrivé à l'adolescence, se dire, bon, même si on l'a tout bien gentiment expliqué, qu'est-ce qu'il va penser l'enfant? D'autres enfants déjà peuvent se poser cette question, parce que maintenant on arrive à fabriquer des enfants avec 2, 3 mères, plusieurs pères, ça c'est très compliqué. Je ne sais pas comment, alors ça sera, ils fonctionneront autrement, hein, mais ça va impliquer une transformation mentale, je pense, de beaucoup de choses. Ça se déplace le secret, voilà, ça se déplace tout le temps. D'un côté, effectivement, il y a un côté très exhibitionniste dans nos sociétés, hein. Et puis en même temps, le secret se déplace. On ne pourra jamais empêcher l'atteinte du secret, jamais. Rassurer par rassurer, je ne sais pas. Hein. Je ne sais pas si c'est toujours rassurant. D'autres questions? Est-ce que vous voulez dire quelque chose sur le rôle du son et du bruit dans votre roman? Du son et du bruit? Oui. Et du silence. Silence.
C'est difficile, effectivement. Tout à l'heure, on a plutôt parlé du côté du visible. Et je suis quelqu'un de très visuel. Je visualise beaucoup, j'ai une passion pour la peinture, j'aime regarder, etc. Bon, mais malheureusement, je n'ai aucun talent en musique, je n'ai jamais appris jouer d'un instrument, je ne sais pas lire une partition, alors moi je me sens complètement même handicapée. Mais la musique compte beaucoup, beaucoup. Et les sons, je suis très sensible aux sons aussi des voix, mais les sons de la nature aussi, j'en ai vraiment besoin. Tout en aimant la ville, je ne pourrais pas vivre constamment dans une ville si je dois être privée du bruit du vent, du bruit des feuillages et surtout celui des oiseaux. Donc voilà, il y a tous le bruit de l'eau aussi, le bruit d'un fleuve. C'est à la fois les bruits de la terre, c'est les voix de la terre, hein, et puis les voix des gens, les bruits et bien sûr aussi le silence. Et c'est parfois si difficile de définir même ce qu'est le silence. On n'arrête pas même ce sens et le goût du silence, la saveur du silence, s'il n'y avait pas des bruits parfois pour le rehausser. Un silence qui serait total, qui durerait tout le temps, ne serait plus qu'inquiétant et je pense plutôt morbide même, hein, enfin mortifère. Décidément, c'est encore Richard. Alors me revient, j'ai une très mauvaise mémoire, où il dit dans un de ses poèmes que serait le silence, je ne sais plus, quelque part en Provence, quel serait le silence, j'oublie le nom du lieu, sans le cri du grillon qui par instant, bon, je vous renvoie à René Char, qui par instant se tait. Voilà, le fait qu'il y ait le grillon qui de temps en temps chante, de temps en temps se tait, s'il n'y avait pas un rythme comme ça, aussi inégal soit-il, aussi irrégulier soit-il, et le chant du grillon serait insupportable, parce que ça serait monotone, et où le silence, voilà, n'aurait pas de... Donc cette alternance, c'est ce jeu entre les bruits, c'est le jeu entre les sons et le temps des silences. D'ailleurs, dans la musique, il y a du silence. S'il n'y avait jamais de temps de silence dans la musique, ce sont les petites pauses de silence qui permettent à la musique aussi de pouvoir progresser, comme dans la parole, il y a la preuve, il y a des ponctuations. Hein, quand on écrit, il y a des virgules, il y a des points-virgules, il y a des tirets, et tout ça, ça a du sens. Alors je veux bien, on peut faire des textes, ça se fait depuis déjà assez longtemps, où on évacue complètement tout ce qui est ponctuation. Parfois ça peut être une réussite, mais parfois ça peut être tout à fait gênant et ça ne va pas avec tous les textes. Un texte a besoin d'un temps de respiration, et après tout, c'est aussi quand même à l'auteur, c'est une manière pour l'auteur d'indiquer comment lui, il scande, ça se scande dans sa tête avec la ponctuation qu'il va proposer. On a des signes de ponctuation, autant les utiliser. Il y a c'est bien parce que comme on est tourné chacune d'un côté... Bonsoir. Dans votre travail d'écriture, quelle est la part du hasard? Est-ce que vous faites confiance, si on peut dire, aux coïncidences? Alors, qu'est-ce qu'on appelle le hasard? C'est-à-dire, est-ce que vous voulez dire que, enfin, quand je pars dans un roman, même à la limite pour des essais parfois, mais bon, on va rester dans le roman. C'est vrai que je n'ai jamais une histoire constituée, je ne pars jamais avec une idée, enfin je veux dire un thème vraiment précis, détaillé du roman. Je sais qu'il y a des écrivains qui partent après avoir accumulé beaucoup de documentation, après avoir fait un plan, ils écrivent plusieurs versions de leur livre pour arriver à ce qui était peut-être plus ou moins leur idée d'origine. C'est une forme de travail. Moi, ça fonctionne très différemment. Je ne sais jamais où je vais quand je pars. Je pars d'une image mentale, donc vous voyez, il y a toujours une image. Je pars d'une image et au bout d'un moment, c'est pas parce qu'elle est belle, parfois elle est belle, parfois elle est totalement fade, l'image, mais c'est le fait qu'elle s'incruste qui fait qu'au bout d'un moment, je me dis, elle doit avoir une histoire à me raconter. Et donc, une image, normalement, c'est plat, en 2 dimensions, et c'est comme si le fait d'écrire, dans une sorte d'improvisation, c'était comme déplier l'image et lui donner en fait du volume, la faire passer à 3 dimensions, après bon, plein.
peut-être de dimension. C'est parce que je fais confiance à ce que j'appelle la logique de l'imaginaire, une logique folle. Mais toute folie, la folie est très logique en fait. C'est une logique particulière. Et l'inconscient, très certainement, aussi a sa logique. Donc moi, je fais confiance effectivement à ça. C'est peut-être ça que vous appelez le hasard, mais qui n'est pas tout à fait le hasard. En apparence, ça, on dirait du hasard, mais ça n'en est pas. C'est comme le Canada Dry. C'est beaucoup plus tordu que ça. On commence et les mots appellent les mots, par un jeu déjà de sonorité. Les mots appelant les mots, chaque mot, enfin du moins certains mots pour chacun d'entre nous, ici est déposé parfois déjà une histoire, une mémoire. Il y a des mots qui ont pris plus pour le meilleur, pour le pire, des mots qui peuvent nous blesser parce qu'ils sont liés à quelque chose qui a été blessant. Et puis au contraire, il y a des mots qui ont été chargés d'une certaine affectivité. Donc, non seulement les mots sur un plan déjà simplement de sonorité, vous voyez, on passe de l'image au sonore, par des jeux de sonorité peuvent appeler d'autres mots. Et parfois, un mot lui-même renvoie à des images liées peut-être voilà, à des souvenirs, à quelque chose d'affectif, ou à des renvois culturels aussi. Un mot fait penser à un poème, fait penser à ce qu'un philosophe en a fait peut-être en tant que concept, fait penser à des choses très très diverses. Ou un lieu aussi, vous êtes là, vous situez dans un certain lieu, et les lieux sont chargés d'histoire. Des lieux comme Prague ou comme Lyon, par exemple, sont vraiment profondément chargés d'histoire. Et selon aussi la génération à laquelle on appartient, là aussi on est plus ou moins sensible à telle partie de l'histoire, en général quand même relativement récente, qui s'éloigne de plus en plus. C'est d'ailleurs ce que vous dites notamment dans Rendez-vous nomade, quand vous dites on ne naît pas impunément au mi-temps du XXe siècle, siècle des guerres à outrance, des génocides. Forcément, on retrouve tout ça dans votre œuvre, de par votre naissance dans la société. Être né au milieu du XXe siècle, donc comme je le disais dans ce livre, accéder à cet âge de grande adolescence, au début du jeune âge adulte, c'est-à-dire où on commence quand même à avoir un esprit un peu structuré, un peu indépendant, un peu critique, où plus rien ne va de soi. Enfin, pour moi, c'était ça, l'adolescence, c'est pour ça que c'est si terrible. Plus rien ne va de soi. Et on se pose la question, on se retourne un tout petit peu et on se dit, juste la génération d'avant moi, c'est encore relativement récent tout ça, juste la génération d'avant moi a été totalement impliquée, fût-ce passivement, dans cette atrocité qu'a été la guerre, la Seconde Guerre mondiale, avec tout. Et à l'époque, on n'appelait même pas encore Shoah, le phénomène génocidaire. Et simplement, dans les années 70, on a commencé aussi à ouvrir certaines archives, à parler davantage. Il y avait suffisamment déjà de recul pour que la question soit un peu moins brûlante. Parce qu'il faut toujours un temps après une guerre. Les gens sont trop traumatisés de sortir d'une guerre. C'est tout à fait normal que les gens n'aient pas envie, tout de suite quand la paix est revenue, sur les décombres, de repartir fouiller là-dedans où tout fume encore et tout saigne encore. Et la génération d'après, on n'a pas le droit d'aller critiquer ceux qui ont dit en ce temps-là, non, laissez-nous nous reconstruire. Et c'est fatal que les témoignages d'un Primo Levi, de beaucoup d'autres, on n'ait pas voulu les entendre en leur temps. C'était fatal parce que là, il y avait trop de douleurs à vif, il fallait penser les plaies. Il fallait donc un certain temps pour qu'on puisse y avoir accès. C'était pareil avec la guerre d'Algérie, c'est pareil avec toutes les guerres. Oui, c'est pareil avec toutes les guerres. Il faut un certain recul. Et je considère toujours qu'on est très très mal placé quand on vient des générations après ou encore après et qu'on prend des grands airs à l'égard de ceux qui étaient contemporains des faits. Qu'est-ce qu'on fait de mieux nous quand on est contemporain de certains faits? Pas grand-chose, alors on se tait. En revanche, effectivement, on peut être touché avec une génération, voire deux, vous voyez, un retardement, phénomène d'écho à nouveau. Et le propre de l'écho, c'est d'avoir des tonalités là aussi différentes, une amplitude qui peut varier. Moi, je suis partie de cette génération qui a été profondément marquée, choquée, blessée, je dis toujours meurtrie au niveau de la conscience quand j'ai découvert à l'âge de jeune adulte les horreurs commises dans la vieille Europe par un pays à l'origine, c'est vrai, l'Allemagne, pour lequel j'avais tant d'admiration, mes musiciens préférés, mes poètes préférés, même des romanciers que j'aimais, ils étaient allemands. Bon, j'avais un tropisme comme ça vers l'Allemagne. Se dire quasiment, bon, en ce qui concernait le rock,
quasiment 2000 ans de christianisme. Qu'est-ce qu'on a fait, comment on a lu les évangiles? Tant de grandes cultures, et la culture n'a sauvé de rien. Bon, maintenant ça devient banal, hein. On le dit souvent, un homme comme George Steiner, cet homme absolument merveilleux, l'a dit souvent ça. Oui, même la culture, elle ne sauve pas. Ça a été pour beaucoup de personnes la stupeur et l'immense chagrin. Et on a pu voir dans des tas d'autres pays, sous d'autres latitudes, dans d'autres époques, là aussi des atrocités qui ont été commises, parfois par des gens qui étaient d'un grand raffinement culturel, etc. Bon, la culture, elle est indispensable, mais elle n'est pas suffisante. Elle n'est pas suffisante, elle ne sauve pas de la barbarie. Voilà. Mais là encore, j'ai dévié. Mais bon, c'est pour dire à quel point cette période, cette époque, m'a effectivement profondément touchée. Mais je pense que chaque personne, il y en a des gens avec des âges divers, tout le monde n'était pas touché de la même façon pour la même époque. Et à partir de là, je pense que tout ce qui va continuer à se passer dans l'histoire, et Dieu sait qu'il s'en passe jusqu'à actuellement, là, toutes ces guerres, ces atrocités, je pense à la Syrie, le temps avance avec la Libye, d'autres, puis toutes les guerres dont je ne sais pas pourquoi, qui ne sont pas médiatisées, dont on ne parle pas trop, mais les horreurs, ils sont tombés en Afrique, en Asie, encore dans beaucoup de pays. Et je crois qu'on les vit, on réinterprète, puisque toute interprétation, en fonction peut-être de ce qui a été une blessure de conscience. Et pour moi, c'est effectivement dans la guerre de 14, et puis surtout ce temps de la Seconde Guerre mondiale. C'est vrai. Et à chaque fois, il y a eu le génocide au Rwanda, par exemple, c'était effectivement l'effondrement. De se dire, bon, là, c'est extra-européen, et c'est des gens entre eux, de même religion, donc c'était même pas un conflit de religion, c'était un conflit ethnique. Et ils ont pu tuer dans les 800 000 personnes sans les fameux moyens dont on a assez parlé du temps de l'Allemagne. Non, là, avec un coup de machette, ici, elle a une massacre, la petite machette sur l'épaule, Yukaïda, partait en chantant. Bon, je renvoie toujours au livre extraordinaire de Jean Hatzfeld. Je pense que plusieurs personnes parmi vous ont dû lire les livres de Jean Hatzfeld, ce journaliste, grand reporter, qui avait été grand reporter à Libye, d'ailleurs un homme qui a été très blessé, je crois, dont il n'a pas perdu une jambe au cours d'un de ses reportages de guerre, et qui a écrit 3 livres, deux premiers, enfin les trois étaient extraordinaires, dans le nu de la vie. Le premier, où il donnait la parole à des rescapés, en général de très jeunes femmes d'une très grande beauté. On devine pourquoi elles ont pu être rescapées, parce qu'elles avaient été gardées pour être violées en permanence, et ils ont eu le temps de les achever, celles-là. Le deuxième, c'était une saison de Machette, où donnait la parole au bourreau. Et là aussi, c'est consternant, en plus, dans un vocabulaire qui est d'une beauté. La manière qu'ont les Rwandais d'utiliser la langue est absolument magnifique. Et Jean Hatzfeld a réussi ce tour de force de restituer, oui, de restituer, c'est-à-dire de leur laisser vraiment la parole, de restituer leur manière de parler, qui est tout à fait déroutante, parce qu'ils n'utilisent pas le vocabulaire. Par exemple, je me souviens quand des victimes disaient « Nos voisins autour, soudain, sont devenus pas très accommodant. Pas très accommodant, bon, par 3 fois, il veut dire, bah oui, ils arrivaient à coups de machette, les copains en rondelles. Pas très accommodant. Et plein d'expressions comme ça, et parfois très très belles. En plus, ils ont des prénoms absolument angéliques, ils s'appellent Séraphin, ils s'appellent Innocent. Chez les bourreaux, il y en a qui s'appellent Innocent. Je dis, ah bon, bah oui, ils ne portent pas toujours très bien son prénom. Et là aussi, le témoignage des bourreaux est consternant. Consternant. Il y en a un qui dit à un moment, c'est des braves gars, hein, parfois ils vivaient côte à côte, en bon terme, parfois ils étaient même mariés les uns avec les autres. Et puis bon, on vient mettre le feu aux poudres, on vient réveiller la barbarie. Ah ben elle se réveille très très vite. Et à un moment il dit, oui, la première fois que j'ai des enfants, c'est un peu dur la première fois, mais s'il a fait de 2. Et après c'est plus un problème. Après c'était la routine. Il disait même, on était ivres de ça. Il le dit à un moment, ils étaient ivres. C'est assez ahurissant. Et là, c'est les années 90. On avait assez dit pourtant après les camps, plus jamais ça, plus jamais ça. Et ça continue. Ce qu'on entend, les choses qui se passent en Syrie, là aussi, c'est déchirant de voir ça.
quand on jette les gens dans l'horreur, eh ben, la barbarie remonte très vite. Il y aura toujours des gens merveilleux pour ne pas collaborer au mal. Mais en général, ceux-là, ils se font tuer parmi les premiers, parce qu'ils ne sont pas faits pour assurer leur survie en temps d'horreur. Voilà. D'autres questions? Il y avait des mains qui se levaient, c'est parfait. Pour qui écrivez-vous? Je trouverais toujours un peu étonnant qu'un romancier dise « j'écris pour des lecteurs ». Ça veut dire quoi? Déjà, on n'est jamais sûr, pas seulement au premier livre, mais même quand j'écris, j'avoue, non, je ne pense pas à des lecteurs. Et c'est pas manquer de respect à des lecteurs, c'est au contraire témoigner du respect à des lecteurs éventuels, parce que si on... Ça veut dire quoi, les lecteurs? Là, vous êtes tous différents les uns des autres, vous avez tous vos propres façons de lire. Donc, ça voudrait dire, on va essayer de trouver un dénominateur commun, ça veut dire, vous fabriquez votre livre. Bien sûr, on ne travaille pas pour un lecteur. Son premier lecteur, c'est, à la limite, c'est soi-même. Mais, je n'écris pas non plus pour moi-même, mais, comme je dis souvent, pour tout ce qu'il y a justement de polyphonique en soi. On est tous totalement polyphoniques. C'est-à-dire, il y a plein de voix en nous. Et si chacun a sa voix singulière, c'est parce qu'elle s'est forgée au croisement, par l'entretissage de toutes ces voix qui sont... Quand je dis toutes ces voix, on commence déjà par les voix de la famille. Hein, c'est la première voix. C'est-à-dire tout ce qui peut être dit, tout ce qui nous a... On ne parlerait pas si on ne nous avait pas appris à parler. Au contraire des oiseaux, un oiseau, vous le mettez dans la cage avec un éléphant, il ne va pas parir l'oiseau. Et l'éléphant, s'il est élevé par des petits oiseaux, il ne va pas chanter. Hein. Alors que l'être humain, lui, on le sait, c'est le propre de l'être humain, c'est ce côté merveilleux, mais terrible, totalement malléable. Et si on ne nous apprend pas à nous mettre debout, on ne saura jamais marcher. Si on ne nous apprend pas à marcher, à parler, on ne saura jamais parler. Donc on est fait de la voix des autres, déjà, au sens même presque concret, la voix de la famille et tout, et puis peu à peu, notre voix, notre pensée, tout ça va de pair. Je veux dire, la pensée, la parole, le langage, et parce qu'on peut avoir de la pensée sans les muets, ils ont de la pensée aussi. Mais quand je dis voix, c'est un sens général. Hein. Et elle se fait, elle se forge, elle s'étoffe grâce à tous les échos reçus. Justement, on revient à l'idée de la trace, des restes, de tout ça, de tout ce qu'on reçoit des autres en direct, par les plus proches. Au début, c'est tout petit, c'est la cellule familiale, puis peu à peu, c'est tout au cours de la scolarité. Donc c'est l'enseignement, c'est tout ce qui est donné, reçu, et c'est tout aussi ce qui est donné, reçu au fur et à mesure de toutes les rencontres qu'on fait dans une vie, en amitié, en inimitié, en amour, en désamour, en fait, tout ce qui se passe au cours d'une vie, le travail, toutes les lectures, et tout ce qui nous est donné, ce qui nous est proposé pour nourrir notre pensée, notre regard, notre ouïe, nos sens, notre pensée. Parce que tout ça, donc il y a toute cette polyphonie au fond qui est là. Et c'est peut-être un peu, vous savez, comme, je sais pas, on est à l'opéra, on voit que le devant de la scène, la voix, là, quand je suis en train de parler, ou vous, quand vous parlez les uns les autres, c'est ça. On est sur le devant de la scène, bon. Mais derrière, il y a toute une machinerie, en dessous, il y a plein de choses extravagantes de machinerie. Et bon, c'est un petit peu comme ça qu'on fonctionne. Je ne dis pas fantôme au sens délirant. Non, il y a des voix fantômes de ceux qui se sont effacés, mais qui restent à la limite d'une présence-absence en nous, à la limite de l'oubli de la mémoire en nous. Et puis, tout ce qu'on a reçu depuis Homère, etc. Hein, Homère fait partie peut-être aussi des voix qui peuvent être en nous. Et évidemment, je vois la Bible devant moi, donc la Bible par excellence. Et on peut monter plus loin selon qu'on a une certaine ouverture d'esprit à cette dimension-là, et se dire en amont, peut-être trace infime d'une voix de fin silence, comme il est dit dans la Bible, lors de la fameuse théophanie à laquelle assiste le prophète Élie dans le livre des rois dans le Premier Testament. Et je trouve cette image absolument splendide de suggérer le passage de Dieu
dans aucun des événements spectaculaires qui sont mentionnés avant. Il est bien dit à chaque fois qu'il y a du grand spectaculaire, un grand feu, un grand vent, un séisme, etc. Tsunami, on peut mettre tout ce qu'on veut. Non, Dieu n'est pas là. Non, non, Dieu n'est jamais là-dedans. Il n'est pas dans la violence, il n'est pas dans le spectaculaire. Il est une voix de fin silence ou un souffle ténu, vous voyez, où voix et silence vont être mentionnés en même temps. C'est-à-dire le souffle, 3 fois rien, mais le souffle c'est la vie. Mais si on reste dans cet espace de la Bible, dans ce territoire extraordinaire, ce fameux souffle de fin silence qui est mentionné dans le livre des rois, il est toujours là. On l'entend, on n'entend pas. On est disponible, on n'est pas disponible. Mais il est toujours là et je pense qu'il est dans chacun, n'importe quelle personne, toute époque confondue, toute culture confondue, simplement selon la culture même religieuse à laquelle on appartient, on va le traduire plus ou moins différemment. Et le grand malheur, ça c'est le problème de tous les intégristes, c'est quand on oublie cette voix de fin silence et au contraire on se dit non, Dieu est dans le tsunami, Dieu est dans le grand feu, etc. C'est toute l'histoire de l'humanité, ça. D'ailleurs, pour revenir sur cette question de la parole qui construit et qui donne la vie, vous le dites très bien dans Magnus, moi j'avais relevé le moment, vous savez, où elle laisse partir Magnus avec son frère, la mère Magnus laisse partir avec son frère Lothar, et vous avez cette phrase qui dit « Après l'avoir remise au monde par la grâce de la parole quand il était petit, elle l'expulse à présent loin d'elle par la dureté d'une poignée de mots. » On a comme ça toute cette image de la parole qui a construit, qui a redonné sa mémoire à l'enfant, qui là maintenant l'éjecte de la vie. Ça, c'est un peu autre chose. C'est vrai que dans la vie, plus ou moins, tout le monde en fait un jour l'expérience. Un mot peut vous redonner vie, espoir, vie, énergie. Et parfois, un mot peut flinguer quelqu'un. C'est connu déjà, le je t'aime. Et puis, je ne t'aime plus. Je ne t'aime pas. C'est comme un coup de couteau que vous pouvez recevoir. Hein. Il y en a qui en meurent. Mais bon, sans tomber dans cet extrême, moi ça c'est un exemple, tout le monde le comprend. Parfois on dit juste un mot, un nom, et selon le contexte, selon la relation de certaines personnes, ça peut être absolument, je dis, ou éblouissant, ou vivifiant, ou au contraire complètement mortifère. Travaillez-vous beaucoup vos phrases? Faites-vous des ratures, un grillon, enfin, est-ce que c'est un travail assez facile? Vous dites que les mots vous viennent quelquefois par assonance, par... où est-ce que vous cherchez? Maintenant, il y a les deux. Il nous vient, vous savez, c'est par petites bouffées d'inspiration, mais tout ne vient pas comme ça serait trop facile. Mais j'ai une manière de travailler, là aussi, même quand je faisais tout à la main, avant l'ordinateur, avant tout ça, pendant longtemps, comme tout le monde, hein, j'ai écrit à la main, puis après je tapais une seule fois. J'ai jamais fait qu'un seul brouillon, et ensuite je tapais sur ma machine, et c'était fini. Là où certains écrivains prennent, reprennent et tout, ça je les admire, moi j'y arriverai pas, parce que je réécrirai tout à chaque fois en fait. Et en même temps, ça ne veut pas dire que tout me vient comme ça serait trop simple. Parfois il y a des, on va dire des fragments, des passages qui viennent, un début qui vient, puis après il faut la finir la phrase, il faut finir le paragraphe, il faut avancer. Mais le travail il se fait en amont, c'est pour ça que je ne fais pas de plein de brouillons, c'est tout simplement que je peux passer parfois presque des heures, d'aller au Corneille, à attendre. C'est dans la tête que ça se fait. C'est une autre forme de brouillon qui est un peu immatérielle et qui me pose des problèmes pour les archives quand on me demande mes archives. J'ai rien à donner parce que, voilà, mon brouillon, ou alors je me dévisse la tête. Madame, il me semble qu'il y a aussi quelqu'un. Oui. Donc une première question, c'était comment faites-vous, c'est peut-être un peu délicat, comment faites-vous pour parler aussi bien de la folie? Entre autres, je l'ai vu dans l'inaperçu, donc vous faites parler une jeune femme, donc je peux en dire pour ceux qui n'auraient pas lu le roman, mais j'ai trouvé que toutes les petites brides qu'on lit, les deux jeunes gens là, sont extraordinaires, on traduit une forme de folie. J'ai trouvé ça vraiment très touchant et troublant. Ça c'est la première chose. La deuxième est plus anecdotique et bon, c'est une question que j'avais envie de vous poser. Donc, peut-on espérer vous voir à l'Académie française? sachant que vous devriez y être, ça a été à une voix près.
que cette fois est manquée. Non, je vais répondre aux deux choses. La folie, je crois qu'on a tous un bon grain de folie. Je pense que le mien doit être assez gros comme grain. Mais justement, le fait d'écrire est une chance. Je dis toujours, on a une chance folle quand on a un moyen d'expression. Hein, que ce soit la peinture, la musique, la danse, là, les comédiens, ou l'écriture, etc. D'avoir un moyen d'expression. On est tous faits de la même pâte, on est tous pareils, etc. Et le fait de pouvoir exprimer, quand je dis expression, c'est même presque au sens, vous voyez, concret, physique, le fait de pouvoir l'exprimer, ben, peut-être on se libère de quelque chose. Et je pense qu'en même temps, bon, les écrivains, si on continue à avoir besoin de raconter des histoires, de se raconter des histoires, c'est qu'il y a toujours peut-être une sorte de fond d'enfance qui n'en finit pas, qui perdure. Et l'enfance, ce qu'on appelle la folie et tout, parce que on se sent menacé, je ne sais pas si ça vous arrive, mais parfois on se sent menacé que ça peut nous arriver. Ça nous pose question de voir quand des gens tombent même simplement en dépression grave. C'est très énigmatique quand on est à peu près soi-même en bonne santé, du moins en apparence, bonne santé mentale, que tout fonctionne. Mais moi je ne me sens pas à l'abri, ça peut arriver, il vaut mieux le savoir. C'est aberrant de dire moi ça m'arrivera jamais, on n'en sait rien, tout est possible. Donc peut-être je suis particulièrement sensible, effectivement, même sans avoir spécialement eu à côtoyer des gens vraiment atteints de folie. J'ai jamais travaillé non plus dans ces milieux-là. Bon, par une sorte d'empathie peut-être, d'empathie. Et c'est tout. Alors la deuxième question, effectivement, qui n'a rien à voir, tout simplement, quand on arrive à un certain âge, etc., on peut être approché. C'est très subtil, l'Académie française. Hein. On vous approche, oui, par non-dit, par la bande, comme on dit, etc. Bon, on vous incite à appeler, hein, et vous prenez contact une personne qui en fait a demandé qu'on l'appelle, mais elle ne va pas vous appeler. Appeler, etc. Bon. Et puis, en fait, je dois avouer que là, parce que c'est... Non, mais moi, je respecte tout à fait des piliers, et je trouve bien que perdurent des institutions, et des institutions aussi anciennes que l'Académie française. Moi, j'ai jamais eu de discours, ni dithyrambique, ni méprisant à l'égard de l'Académie. Je me suis jamais simplement posé la question, parce que je ne me sens pas du tout faite pour l'Académie française. Mais je trouve très bien que cette institution existe et qu'elle perdure, et j'espère qu'elle va continuer le plus longtemps possible à perdurer. Bon, bref, il est arrivé un moment où, effectivement, ayant été sollicité pour que je sollicite, vous voyez, bon, bah, j'ai accepté finalement ce jeu un peu... Puis il y a des gens que je trouve très très bien là-bas, certaines personnes que j'aime bien, 2 ou 3 que je connais un petit peu. Ok, je dis bon, pourquoi pas. Et en fait, je sentais bien que c'était pas pour moi, donc j'ai un peu beaucoup hésité. J'ai fait la dernière chose à faire, j'ai demandé avis à mes proches. Évidemment, ils m'ont dit bien sûr, tu y vas. Et puis, surtout, je dois avouer, bon, c'est un détail très biographique, mais c'est ça qui a joué, parce que je me disais, non, vraiment, c'est pas pour moi, je vais dire que j'ai bien réfléchi, que je ne me présente pas. Quand j'ai vu que le fauteuil, celui de Pierre-Jean Rémy, parce qu'on vous dit de poser votre candidature pour un fauteuil, quand vous le choisissez. Okay. Et je voyais très bien qui était Pierre-Jean Rémy, mais je suis retournée voir sur Google, comme tout le monde, et j'ai vu, bon, petit détail, il est mort quasiment le même jour que ma mère. Donc c'était le rêve. Bonne mère française, elle rêvait toujours, elle me disait, je rêve de voir ma fille sous la coupole. Je me suis dit, bon, est-ce que c'est encore un signe de posthume de ma mère qui n'en finira donc jamais? Quand même. J'ai dit, oh, allez. Et c'était, vraiment, ça a joué, ça a l'air peut-être bête, mais ça a vraiment joué. Et puis, bon, les choses sont parties, etc. Bon, je fus, j'avoue, très simple, très peu de démarches, très peu de choses. Et effectivement, c'était nous. Après, puis il y en a qui y sont peu importe, ils ont leur raison ou sans raison, ils s'y sont fortement, violemment opposés, certains, bon, ça s'est joué une fois ou deux près, et je sais que le jour où on m'a annoncé que je n'étais pas élue, loin d'être déçu, on m'a annoncé ça comme un deuil et tout, j'ai ressenti un soulagement, quand le savait, je vous dis, c'est pas, je ne vais pas changer de discours à l'égard de l'Académie, c'est simplement, j'ai senti, c'était pas pour moi, il y a trop de choses formelles, il y a trop, je me sentirais pas bien. Et je suis très contente,
dire à d'autres personnes. Et entre-temps, là je n'ai rien demandé, mais on ne vous demande pas votre avis, donc je vous l'annonce, je suis quand même académicienne, mais chez les Belges. C'est très connu, j'ai reçu un coup de fil il y a quelques jours, je ne comprenais rien, ils sont pleins d'humour les Belges, c'est une histoire belge. Et on me dit, vous venez d'être élu à l'unanimité à l'Académie royale de Belgique. Je dis, mais attendez, qu'est-ce que vous racontez? J'ai jamais rien demandé, j'étais au courant de rien. Bah oui, c'est comme ça que ça se passe. Alors heureusement, je suis très très belgophile. Et bon, c'est très différent, j'imagine, de l'Académie française. Il n'y a pas du tout, il n'y a pas l'habit, il n'y a pas tout ce foyer, il n'y a pas tout cet aspect-là. Et moi, ça me pesait un petit peu tout ça. Voilà. Il y en a qui s'y sentent très bien, qui seront très bien à l'Académie française. Voilà, c'est parfait. Et finalement, quand vous demandez, on ne vous donne pas, vous ne demandez rien, on vous donne. Donc je suis en train de me délocaliser, je joue mon Depardieu. Je devrais dire à Depardieu peut-être de se présenter à l'Académie, peut-être. Ah oui, c'est vrai. Non, mais lui il va se présenter plutôt aussi. Vous évoquiez votre mère, justement, enfin non, justement, c'est pas exactement. Mais pour rester dans la famille, est-ce qu'on ne pourrait pas parler aussi de la place du père dans votre œuvre? Parce que les pères sont très présents, pour le meilleur et souvent pour le pire. Oui, mais comme les mères, hein, les pères, les mères, souvent dans les vies c'est jamais simple. Pourquoi les psychanalystes ne sont jamais en défaut de patients? J'ai jamais fait d'analyse, hein, si ça. J'avais peur que ça m'empêche d'écrire. Mon analyse c'est l'écriture. D'où le rapport à la folie peut-être. Et donc le problème c'est souvent bien sûr le rapport aux parents. Alors ils sont absents, ils sont inconnus, c'est un drame, ils sont présents, c'est problématique. C'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez. Non, j'ai eu la chance d'avoir un père vraiment extraordinaire du passage. C'était mon père, il était d'un caractère, fait partie de ces êtres lumineux. Il était délicieux, merveilleux et lumineux, voilà. Et bon, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui sont restés ensemble, qui se sont aimés, qui avaient leurs défauts, bien évidemment. Mais j'ai eu cette chance vraiment d'avoir, là aussi, je me rends compte que c'est pas toujours donné à tout le monde. Alors, bien sûr, ça vous structure, ça vous dézingue un peu aussi, parce que c'est jamais parfait, mais en même temps, c'est pas pour moi le modèle, le critère, toujours l'un et l'autre. Après, on a fabule. Il y a des pères bons, il y a des pères mauvais, idem avec les mères dans mes livres. Mais les pères de substitution aussi. Oui, mais dans nos existences, ça arrive. Pas seulement parce qu'on est en manque parfois de parents, mais même parfois, il y a des gens qui peuvent aimer un père ou leur père et leur mère, mais selon leurs aspirations, leur caractère, ne trouvent pas auprès de leurs parents, aussi braves soient-ils, ce dont ils ont besoin sur un plan ou culturel ou intellectuel, et ils trouvent auprès d'une autre personne. Combien de fois on entend dire un tel a été mon père spirituel ou ma mère spirituelle. On entend ça de la part d'écrivains, de la part d'artistes souvent, mais sans aller jusqu'aux artistes, il y a des gens qui disent ça. Non, un tel a été pour moi, c'est très important ces relations. Moi je trouve toujours très important les relations d'amitié aussi avec les générations plus anciennes et les générations plus jeunes. Bien sûr, avec sa propre génération, ça va sans dire. Mais c'est bien d'avoir aussi des relations, c'est des amitiés totalement différentes. Et moi, j'avoue, j'apprécie beaucoup ces types de relations différentes. Et parfois, quelqu'un de plus jeune que vous peut aussi avoir une fonction de réveil. Bon, on va pas dire quelqu'un qui a 20 ans de moins que vous, qu'il est votre père ou votre frère spirituel. Parce qu'elle est plutôt fils ou fille spirituel. Tu sais qu'il y avait une question. On va prendre une dernière question, parce qu'elle est en haut. Oui, mais c'est vrai que c'est passionnant de vous entendre. Ça fait vraiment... C'est beaucoup plus enrichissant que quand on entend trois écrivains comme dans les autres assises qui ne se connaissent pas forcément et ça a un côté très formel. Mais ma question n'est pas là-dessus. C'est à propos, vous avez écrit un très beau texte, un très beau livre sur Etty Hillesum, qui est moi aussi un auteur qui a vraiment, enfin, une personnalité. Vous avez employé le mot lumineux à propos de votre père et je trouve que ça ne m'étonne pas que vous ayez écrit aussi sur cette extraordinaire personnalité qui était Etty Hillesum, à la fois lumineuse, intellectuelle et tout. Mais la question que je vous pose, justement, c'est pour peut-être que vous disiez quelques mots autour de cette Etty Hillesum, qui est d'ailleurs le titre du
cette biographie que vous lui consacrez, et puis aussi de ce lien certainement très fort que vous avez envers cette femme que vous n'avez pas pu connaître, mais que vous connaissez d'une autre manière. Alors, je vais essayer de faire assez bref, mais même si ce n'était pas une question au début, je reviens quand même dessus. Je pense que justement ce qui me semble vraiment bien dans ces assises du roman, c'est qu'il y ait différents types d'interventions, et je trouve très important, et c'est agréable aussi, parfois, selon les autres intervenants, pour un écrivain, d'assister, de participer à des tables rondes. Bien sûr, c'est plus formel, le temps est plus compté, il y a le phénomène de traduction, etc. Mais d'abord, ça nous fait nous lire les uns les autres. Donc, et en plus, là, c'était vraiment deux auteurs très différents. Mais je dois avouer que Stephenson, c'est un très très grand auteur. Et le seul livre que j'ai lu de Maxime Ossipov, c'est vraiment extrêmement intéressant. Et c'est quand même bien qu'il y ait ces échanges. Ça me semble vraiment indispensable. Et ce qui ne dispense pas, vous voyez, d'autres formes de rencontres pour tous les écrivains, les uns les autres. Donc voilà, ça se complète, hein, ça ne s'exclut pas. Et il ne faut pas dire que l'un est moins bien que l'autre. Et puis, Etty Le Soum, alors pour les personnes qui peut-être quand même dans la salle ne connaissent pas Etty Le Soum, de son vrai nom, Esther Le Soum est une jeune femme juive d'Amsterdam, née en 1914 à Deventer aux Pays-Bas, est morte en déportation à Auschwitz à l'âge de 29 ans en 1943, et où elle a survécu un mois et demi. Elle faisait partie de façon de ces êtres, de toute façon personne ne pouvait vraiment survivre à Auschwitz, et comme elle faisait partie de ces êtres qui étaient entièrement du côté de la bonté, ces gens-là n'étaient vraiment pas faits pour survivre dans un lieu comme Auschwitz. Et elle a été connue parce qu'elle a tenu un journal entre 41 et à peu près 43. Et elle a tenu, je suis obligée de résumer beaucoup, hein, elle a tenu ce journal, mais du coup ça fait revenir un peu ce qui était dit au début en fait. Quand elle s'est mise à écrire un journal, après la rencontre avec un homme qui semble au début un peu antipathique, un peu louche, un peu bizarre, une sorte de pseudo-gourou, enfin une sorte de gourou, et lui aussi, au fur et à mesure du récit tenu par Etty Le Soum, je trouve, se décante et se dépouille et devient une figure beaucoup plus intéressante qu'il ne semblait au début. Et elle parle d'elle-même au début, elle dit qu'elle a l'impression d'avoir une âme comme une pelote agglutinée, complètement agglutinée en elle. C'est quelqu'un qui va pas bien et qui se met à écrire et qui s'engueule elle-même, elle se secoue elle-même. Et parfois d'ailleurs, moi je sais que j'ai eu quelques déboires avec ça. J'ai ainsi parlé beaucoup d'Etty Le Soum à des gens autour de moi, certains aussi de le lire, ils m'ont dit, pour moi c'est illisible, elle est insupportable, elle est hystérique. Bon, ils n'ont pas voulu dépasser un certain nombre de pages. Or, si on dépasse un certain nombre de pages, on est vite étonné par ce qui s'est passé, le phénomène qui s'est passé avec cette femme. C'est-à-dire, elle était effectivement intellectuellement très, très vive, parlait plusieurs langues, par sa mère, elle était d'origine russe, elle parlait le russe, parlait couramment l'allemand, elle était ouverte à une énorme... elle était vorace, une femme vorace pour tout. Hein, pour la culture, pour les langues, pour la vie, pour la nourriture. Elle le dit, maman, je voudrais tout manger, je vois un arbre qui est beau, je voudrais le manger. Et c'est de ça qu'elle souffrait, cette voracité. Et bien sûr, les hommes. Et elle était très libre pour son époque, d'ailleurs, hein, comme femme. Parce qu'elle voulait jouir de tout. Et elle souffrait, plus elle mangeait, et plus elle en souffrait, parce qu'elle ne pouvait jamais être rassasiée, parce qu'elle en elle a besoin d'un autre ordre, et qu'elle va découvrir en un temps de plus en plus resserré. Moi, je comparais ça à une sorte d'étau, parce que l'occupation des nazis aux Pays-Bas était particulièrement atroce. Plus de 75% de la population juive est morte aux Pays-Bas. Alors qu'en France, quoi qu'on en dise, il y a quand même 75% de la population juive qui a pu être sauvée. Mais regardez la géographie des pays. Pays-Bas, c'est Pays-Bas. Hein. Pas une montagne, pas une caverne où se cacher. La mer du Nord, c'est une mer naufrageuse, on ne peut pas fuir par cette mer du Nord. Et toutes les autres frontières, l'Allemagne, donc c'était tout vu, la Belgique occupée, etc. Donc ça ne pouvait être que caché par des personnes, comme la fameuse petite Anne Frank, s'ils n'avaient pas été trahis, dénoncés, ils auraient pu survivre.
Donc ça a été particulièrement épouvantable et il y avait des nazis hollandais qui ont collaborateurs, donc ont été aussi bien féroces pour donc l'occupation a été atroce. Et cette femme, plus les taux se resserrent, les interdictions qui s'accumulent, interdit de magasins, interdit de se promener en ville, interdit de faire de la bicyclette. Interdire la bicyclette à un Hollandais, c'est criminel. Et là, elle était bien hollandaise, elle a du mal à renoncer à sa bicyclette, la pauvre. Enfin, interdit, vous connaissez malheureusement l'horreur qui est arrivée. Et peu à peu, donc les taux se resserrent jusqu'à vraiment presque l'écrasement. Et plus on l'écrase, et plus d'elle sort une force sur le plan spirituel qui est inouïe et qui dépasse toute appartenance religieuse. Bien sûr, elle était juive, elle n'avait pas une grande formation, une grande connaissance de sa religion. Étant dans un pays de toute façon de culture chrétienne, elle était aussi imprégnée, mais comme ça, de certains éléments de la culture chrétienne. D'ailleurs, parfois, elle mentionne aussi, elle cite souvent l'évangile de Matthieu, etc. Puis par sa culture, elle adorait, elle traduisait Tolstoï. Bon, ben, quand vous vous intéressez à ce genre d'écrivains qui eux-mêmes sont pétris de culture chrétienne, donc elle faisait partie de ces juifs très assimilés. Et l'expérience qu'elle va avoir fait qu'elle va d'ailleurs échapper à toute chapelle. Hein. Et voilà, et les écrits qu'elle a laissés sont vraiment d'une grande puissance. C'est très beau. C'est très beau. Elle fait le choix d'aller, enfin, de partir, oui. Les déportés. C'est-à-dire, elle aurait pu s'enfuir, être gâchée parce qu'elle avait suffisamment de relations. Et elle, bon, on le sait, mais il y en a d'autres aussi qui ont été comme ça. Je pense à un très beau livre de Tsvetan Todorov qui s'appelle Face à l'extrême. Et dans ce livre, je l'ai lu il y a déjà assez longtemps, je sais qu'il mentionne des cas où parfois, par exemple, des jeunes femmes, souvent des jeunes femmes, très jeunes femmes, qui avaient un type de blonde, etc., qui auraient pu se sauver. Pas seulement, ça se passe dans d'autres pays, mais occupés par les nazis, et qui auraient pu se sauver, qui en avaient la possibilité, pour au moins tenter leur chance. Elles n'ont pas voulu abandonner leurs vieux parents ou quelqu'un de... Souvent c'était parce qu'elles étaient séparées, leur mère ou même leur père n'ont pas voulu les quitter. Ils savaient qu'ils avaient droit à la mort, savaient qu'ils se retiraient complètement le droit enfin la possibilité peut-être d'être se sauver. Et vous voyez, c'est l'héroïsme le plus, comment dire, ordinaire, si on peut dire comme ça, le plus discret, c'est l'héroïsme clandestin qui ne réclame pas d'être vu, d'être applaudi. Ces gens-là le font parce que voilà, c'est comme ça ne se discute pas. Comme ceux qu'on a appelés les justes. Quand on voit les témoignages de gens, parfois des paysans, des gens très simples, qui n'avaient pas lu les grands philosophes, les grands moralistes, etc., ils ne se sont pas posé la question. Ne demandez pas c'est pourquoi c'est un juif, pas juif, c'est un résistant, c'est un communiste, c'est un ceci, c'est un cela. On les voyait un homme, une femme, des gens traqués, et bien ils leur ont donné. Ils savaient qu'ils risquaient la mort. Ben, ils se sont pas posés. Quand on leur dit, mais ce que vous avez fait est extraordinaire, et ces gens-là disent à chaque fois, mais je ne vois pas ce que j'ai fait d'extraordinaire, ça va de soi. Voilà. Et des gens comme ça. Je pense que ça sera notre phrase de conclusion. Mais merci. Un petit mot, je vais vous proposer, si vous le souhaitez, de continuer cet échange autour d'un verre, juste derrière vous. Vous avez également la librairie La Voix au chapitre qui est présente et qui propose des titres de Sylvie Germain. Grand merci à l'équipe des Assises du Roman, la bibliothèque municipale Jean Massé, le cercle lecteur qui sont encore bien investis dans la préparation de cette rencontre, et la compagnie La Nouvelle Fabrique, Colin Ray et Marie-Cécile Wakipa.